Quand il entra chez Sonia, la nuit commençait à tomber. Toute la journée, Sonia l'avait attendu dans une inquiétude terrible. Elle attendait avec Dounia. Celle-ci était venue la voir dès le matin, se souvenant des paroles que Svidrigaïlov avait prononcées la veille, à savoir que Sonia était au courant. Nous ne rapporterons pas les détails des conversations et des larmes des deux femmes, la profondeur de leur rapprochement. De cette rencontre, Dounia tira au moins une consolation, celle que son frère ne serait pas seul. C'était elle, Sonia, qu'il était allé trouver pour sa première confession. C'était en elle qu'il avait cherché un être humain quand il avait éprouvé le besoin d'un être humain. C'était elle qui le suivrait là où le destin en déciderait. Elle n'avait même pas posé la question, mais elle savait que cela serait ainsi. Elle regardait Sonia avec une sorte même de vénération, et au début, elle la faisait presque rougir de cette vénération qu'elle lui portait. Sonia était même prête à fondre en larmes. C'était elle qui, au contraire, se sentait indigne de lever les yeux vers Dounia. L'image splendide de Dounia quand celle-ci, à leur première rencontre chez Raskolnikov, l'avait saluée, avec tant d'attention et de respect, s'était gravée à jamais dans son âme, comme une des visions les plus splendides, les plus inaccessibles de sa vie. À la fin, Dounietchka n'y avait plus tenu et avait laissé Sonia pour attendre son frère chez lui. Il lui semblait toujours qu'il passerait d'abord par là. Restée seule, Sonia avait été assaillie de terreur à l'idée que peut-être, oui, il allait vraiment se suicider. Dounia avait peur de la même chose. Mais elles avaient passé toute la journée à essayer de se convaincre l'une l'autre, par tous les arguments imaginables, que ce n'était pas possible, et elles se sentaient plus tranquilles quand elles étaient ensemble. À présent qu'elles s'étaient séparées, et l'une et l'autre, elles ne pouvaient plus penser qu'à cela. Sonia se souvint que Svidrigaïlov lui avait dit la veille que deux chemins s'offraient à Raskolnikov. La route du bagne, ou bien... Et puis elle connaissait sa vanité, sa susceptibilité, son amour-propre, son incroyance. Est-ce que, vraiment, il n'y a que sa lâcheté et sa peur de la mort qui puissent l'obliger à vivre, pensa-t-elle enfin désespérée. Pendant ce temps, le soleil se couchait. Elle restait tristement à la fenêtre et regardait d'un regard fixe, mais, par la fenêtre, on ne voyait que le mur en pierre brute de l'immeuble voisin. Au bout du compte, alors qu'elle était arrivée à la conviction complète que le malheureux était mort, il entra dans sa chambre. Un cri de joie jaillit de la poitrine de Sonia. Mais Sonia jeta un coup d'œil plus attentif sur le visage de Raskolnikov et elle pâlit. « Eh, oui, » dit Raskolnikov avec un rictus. « Je viens chercher tes croix, Sonia. C'est toi, non, qui m'envoyais à un croisement. Maintenant que ça va se faire, tu as peur ?» Sonia le regardait avec stupeur. Ce ton lui parut très étrange. Un tremblement glacé lui parcourut le corps, mais une minute plus tard, elle avait deviné que ce ton et ces paroles, tout n'était qu'une façade. Et puis, en lui parlant, il la regardait comme dans un coin, à croire qu'il évitait que leurs regards se croisent. « Tu vois, je me suis dit en plus que comme ça me rapporterait plus. Il y a une circonstance. Bon, c'est trop long à raconter, puis ça ne sert à rien. Tu sais ce qui me met en rage seulement. Ce qui me fait bisquer, c'est que ces tronches stupides bestiales, elles vont se jeter sur moi. Elles feront rouler sur moi leurs billes toutes rondes. Elles vont me poser des questions stupides auxquelles il va falloir répondre. Elles vont me montrer du doigt. Zut! Tu sais,
Je ne vais pas chez Porphyrie. J'en ai assez de lui. Je vais plutôt voir mon ami, la poudre. Je vais lui en boucher un coin, là, dans mon genre, je ferai de l'effet. N'empêche, il faudrait plus de sang-froid, j'ai trop de bile ces derniers temps. Tu me croirais? J'ai presque montré le poing à ma sœur parce qu'elle s'était retournée pour me voir une dernière fois. Une saleté d'être comme ça, ouais. Voilà où j'en suis. Bon, alors. Où elles sont les croix? Il était comme hors de lui. Il ne pouvait même pas rester en place une seule minute. Il n'arrivait pas à concentrer son attention sur quoi que ce fût. Ses pensées sautaient machinalement de l'une à l'autre. Il se laissait entraîner par sa langue. Ses mains tremblaient un peu. Sonia, sans rien dire, prit une boîte et en sortit 2 croix, l'une en cyprès et l'autre en cuivre, se signa elle-même, le signa lui aussi, et lui passa au cou sa petite croix en cyprès. Ça, donc, c'est le symbole que je prends, la croix sur moi. Et sûr, je n'ai pas assez souffert jusqu'à maintenant. La croix de cyprès, c'est-à-dire la croix du peuple. La croix en cuivre, c'est celle de Lisaveta. Tu te la prends pour toi. Fais voir. Alors, elle la portait à ce moment-là. Je connais aussi 2 croix de ce genre-là, une en argent et une petite icône. Je les avais jetées sur sa poitrine, à la petite vieille. C'est celle-là, tiens, que je devrais mettre. Mais je dis n'importe quoi. Je veux oublier l'essentiel. Je suis distrait, je ne sais pas. Tu vois, Sonia, au fond, si je suis venu te voir, c'est pour te prévenir, pour que tu saches. Bon, et voilà. C'est juste pour ça que je suis venu. N'empêche, j'aurais plus de choses à dire. Et puis, c'est toi qui as voulu que j'y aille, eh bien, voilà. J'y serai en prison. Ton vœu sera exaucé. Allez, pourquoi tu pleures? Arrête, ça suffit. Comme ça me pèse tout ça. Une émotion pourtant venait de naître en lui. Son cœur s'était serré en la regardant. Mais elle, pourquoi? Se demandait-il. Moi, qu'est-ce que je suis pour elle? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Pourquoi est-ce qu'elle m'accompagne comme ma mère ou Dounia? Elle sera ma nounou. Signe-toi. Fais au moins une prière, demanda Sonia d'une voix tremblante, timide. Oh, si tu veux, tant que tu veux, et d'un cœur pur, Sonia, et d'un cœur pur. Il aurait eu envie du reste de dire quelque chose d'autre. Il se signa plusieurs fois de suite. Sonia saisit son foulard et le jeta sur sa tête. C'était un foulard vert en drap de dame, sans doute celui-là même dont lui avait déjà parlé Marmeladov, un foulard de famille. Cette idée fusa dans l'esprit de Raskolnikov, mais il ne posa pas la question. De fait, il commençait à sentir lui-même qu'il était terriblement distrait et comme inquiet d'une façon monstrueuse. Cela lui fit peur. Soudain, il fut frappé de comprendre que Sonia voulait y aller avec lui. « Qu'est-ce qui te prend? Où tu vas? »« Reste là, j'y vais seul. » s'écria-t-il avec un dépit lâche et presque rageur. Il se dirigea vers la porte. Il ne manquait plus qu'un cortège, marmonna-t-il en sortant. Sonia resta seule au milieu de la pièce. Il ne lui avait même pas dit adieu, il avait eu le temps de l'oublier. Un doute sarcastique et mutin s'était mis à bouillir dans son âme. Et c'est comme ça, tout ça, vraiment comme ça, se redemanda-t-il encore en descendant les escaliers. Il n'y a donc pas encore moyen de tout arrêter, de tout arranger autrement, et de ne pas y aller. Mais il y allait quand même. Il sentit soudain définitivement qu'il était absurde de se poser des questions. Débouchant sur le trottoir, il se souvint qu'il n'avait pas dit adieu à Sonia, qu'elle était restée au milieu de la pièce, couverte de son foulard vert, sans oser faire un geste
après son cri, et un instant, il s'arrêta. Mais à la même seconde, soudain, ce fut une pensée aveuglante qui l'illumina, comme si elle l'attendait pour l'écraser complètement. En quel honneur, mais pourquoi donc suis-je passé la voir? Je lui ai dit quelque chose de grave. Quelle chose? Il n'y avait rien, non, pas la moindre chose. Lui déclarer que j'y allais, et alors? J'en avais bien besoin. Ou je l'aime alors? Mais non, hein? Non. Je l'ai chassé là comme un chien. Ou j'aurais vraiment eu besoin de ses croix? Oh, que je suis tombé bas. Non, c'est de ses larmes que j'avais besoin. J'avais besoin de voir sa peur, de regarder son cœur en train de souffrir, de se déchirer. J'avais besoin de me raccrocher au moins à quelque chose, faire traîner, voir une personne humaine. Et moi, j'osais me faire tellement confiance. Faire des rêves pareils. Je suis un miséreux, un minable, une ordure, une ordure. Il marchait le long du quai du canal, il était déjà tout près. Pourtant, arrivé jusqu'au pont, il s'arrêta et soudain, il tourna sur le pont à gauche vers la place aux foins. Il scrutait avidement à droite, à gauche. Il observait avec une tension profonde le moindre objet et sur aucun d'entre eux il n'arrivait à concentrer son attention. Tout glissait. Dans une semaine, tiens, dans 3 mois, on m'emmènera, je ne sais où, dans un de ces fourgons de police en passant par le pont. Comment je le regarderai à ce moment-là, le canal? Il faudrait que je m'en souvienne, se dit-il, dans un éclair. Tiens, cette enseigne, à ce moment-là, comment je lirai ces mêmes lettres? Ils ont écrit, tiens, camaraderie. Il faut que je m'en souvienne du A qui manque, de la lettre A. Et revenir le voir, ça, d'ici 1 mois, ce A qui manque. Comment je le verrai à ce moment-là? À ce moment-là, qu'est-ce que je vais sentir? Penser? Mon Dieu, que ça doit être vil. Tous les soucis que j'ai en ce moment. Bien sûr, tout ça, sans doute, c'est curieux dans son genre. À quoi je pense? Je retombe en enfance. Je fanfaronne devant moi-même. De quoi est-ce que je veux me faire honte? Comme il bouscule. Le gros, là. Un Allemand, sans doute, qui vient de me bousculer. Hein? Est-ce qu'il sait qui il vient de bousculer? La bonne femme à l'enfant qui demande la charité. C'est curieux. Elle croit que je suis plus heureux qu'elle. Tiens, il faudrait que je lui donne par curiosité. Eh, j'ai encore 5 kopecks dans la poche par miracle. Tiens, tiens, prends ça, ma petite mère. Que Dieu te garde, fit la pauvresse d'une voix larmoyante. Il arriva place aux foins. Il lui était pénible, très pénible, d'entrer dans la cohue, mais il marchait précisément vers les lieux mêmes où l'on voyait le plus de monde. Il aurait tout donné pour rester seul, mais il sentait qu'il ne resterait plus seul une simple minute. Un ivrogne faisait du scandale dans la foule, il cherchait à se mettre à danser, mais il tombait toujours. On finit par l'entourer. Raskolnikov se fraya un passage à travers la foule, regarda l'ivrogne pendant quelques minutes, et soudain il éclata d'un rire bref et saccadé. 1 minute plus tard, il avait oublié son ivrogne. Il ne pensait plus à lui. Il s'éloigna enfin, sans même se souvenir de l'endroit où il se trouvait. Mais quand il arriva jusqu'au milieu de la place, un mouvement soudain se produisit en lui, une sensation s'empara de lui d'un seul coup, le saisit tout entier, le corps et la pensée. Il se souvint soudain des paroles de Sonia. Va-t'en à un croisement, incline-toi devant les gens, embrasse la terre, parce que devant elle aussi tu as péché, et dis au monde entier à haute voix, je suis un assassin. Il s'en souvint et se mit à trembler. L'angoisse sans issue et l'inquiétude de toute cette période, mais surtout celle de ces dernières heures, le tenaient à ce point écrasé qu'il se précipita littéralement sur la possibilité de cette sensation complète en soi, nouvelle, entière.
Cette sensation, elle lui advint soudain comme dans une sorte de crise. Une étincelle s'alluma dans son âme et brusquement, comme un brasier, le saisit tout entier. D'un coup, tout s'adoucit en lui, et les larmes jaillirent. Tel qu'il était d'un bloc, il tomba sur la terre. Il se mit à genoux au milieu de la place, s'inclina jusqu'à terre et embrassa cette terre sale, avec délice, avec bonheur. Il se leva et s'inclina une deuxième fois. « Celui-là, il a son haut compte », remarqua un gars auprès de lui. On entendit des rires. « Il s'en va à Jérusalem, les gars, avec femme et enfants. Il dit adieu à sa patrie, il salue le monde entier. Il baise le sol de la capitale de l'Empire, Saint-Pétersbourg », ajouta un autre type qui était déjà saoul. « Mais elle est pas vieux pourtant, le petit gars », reprit un troisième. « C'est un noble », remarqua quelqu'un d'une voix plus posée. « On s'y perd à cette heure. Qui sait qu'est noble ou pas ?» Tous ces échos et ces conversations retinrent Raskolnikov, et les mots « j'ai tué », qui se préparaient peut-être à s'envoler hors de sa bouche, restèrent figés en lui. Pourtant, il supporta tranquillement ses cris, et sans regarder personne, partit directement par une ruelle jusqu'au commissariat. En chemin, une vision avait fusé devant lui, mais cette vision ne l'avait pas étonné. Il pressentait déjà que cela devait être ainsi. Au moment où, place au foin, il s'était incliné jusqu'à terre pour la deuxième fois, il s'était retourné vers la gauche, et à une cinquantaine de pas, il avait vu Sonia. Elle se cachait derrière l'une des baraques de bois dressées au milieu de la place, et avait donc suivi toute sa marche de douleur. Raskolnikov sentit et comprit à cette minute, une fois pour toutes, que Sonia, à présent, était avec lui pour toujours, qu'elle l'accompagnerait au bout du monde, où que le destin pût les jeter. Son cœur se retourna tout entier. Mais, déjà, il était arrivé à l'endroit fatal. Il entra dans la cour d'un pas assez alerte. Il fallait monter au deuxième étage. « D'ici que je sois monté », se dit-il. En général, il lui semblait qu'il y avait encore loin jusqu'à la minute fatale, qu'il restait encore beaucoup de temps, qu'il avait encore le temps de réfléchir à plein de choses. À nouveau, les mêmes détritus, les coquilles d'œufs dans l'escalier en colimaçon, à nouveau les portes des logements grandes ouvertes, à nouveau les cuisines, d'où se répandent la chaleur et la puanteur. Raskolnikov n'y était pas revenu depuis l'autre jour. Ses jambes faiblissaient et flageolaient, mais avançaient. Il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, pour se remettre, pour entrer comme un homme. Mais à quoi bon? Pourquoi? Se demanda-t-il soudain, réfléchissant à son mouvement. Cette coupe, s'il faut la boire, est-ce que ce n'est pas égal? Plus c'est sale, mieux c'est. À cet instant, la silhouette d'Ilya Petrovitch, la poudre, fusa dans son esprit. C'est donc vraiment chez lui que je vais. Pas moyen d'en voir un autre. Pas possible chez Nicodim Fomitch? Ou retourner maintenant et aller directement au domicile du commissaire? Au moins ça aura une tournure moins officielle. Non, non, la poudre, la poudre. Tant qu'à faire de boire, buvons d'un coup. Glacé, gardant à peine conscience de lui-même, il ouvrit la porte du commissariat. Cette fois, il y avait très peu de monde, un concierge et un homme du peuple. Le garde n'avait pas jeté un coup d'œil de derrière sa cloison. Raskolnikov passa dans la pièce voisine. Peut-être je pourrais encore ne pas le dire, se disait-il sans cesse dans des éclairs. Il y avait au bureau une sorte d'individu, un scribe en civil qui essayait d'écrire quelque chose. Un autre scribe s'installait dans un coin. Samyotov n'était pas là. Nicodim Fomitch, bien sûr, n'était pas là non plus. « Il n'y a personne ?» demanda Raskolnikov, s'adressant à l'individu au bureau. « Vous voulez quoi ?»« Ah ah, pas de bruit, pas de trace, mais ça sent la Russie. Comment c'est? Dans le compte, j'ai oublié. »« Mes respects » s'écria brusquement une voix connue. Raskolnikov se mit à trembler.
La poudre se dressait devant lui. Il venait de sortir de la 3e pièce. C'est le destin lui-même, se dit Raskolnikov. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous venez nous voir? En quel honneur, s'exclamait Ilya Petrovitch. Il était visiblement d'une humeur excellente et même juste un soupçon très excité. Si c'est pour une affaire, vous venez trop tard. Moi-même, c'est un hasard. Remarquez, si je peux vous être utile, je vous avouerai... Comment... Excusez-moi. Raskolnikov. Bien sûr, Raskolnikov. Vous pensiez vraiment que je pouvais oublier? Ne me prenez pas, je vous en prie, pour un tel. Rodionitch, c'est ça, je crois bien. Rodion Romanitch. Oui. Rodion Romanitch. C'est ça que je voulais savoir. J'avais demandé même plusieurs fois, je vous avouerai que j'ai été sincèrement affecté l'autre jour quand... Avec vous... Après, on m'a expliqué, j'ai su, un jeune littérateur, même en savant, et pour ainsi dire, les premiers pas... Oh, Seigneur Dieu, mais quel littérateur ou quel savant n'a pas été original quand il faisait ses premiers pas? Ma femme et moi, ma femme surtout, tous les deux, nous avons un grand respect pour la littérature. Et pour ma femme, c'est une passion, la littérature et puis les arts. Qu'il y ait de la noblesse, tout le reste, on peut l'acquérir par les talents. La connaissance, la raison, le génie. Un chapeau, par exemple. Qu'est-ce que c'est un chapeau? Un chapeau, c'est une galette. Et je peux acheter ça chez Zimmermann. Mais ce qu'il y a en dessous de ce chapeau, ce qu'il cache, ça, je ne peux pas l'acheter. Je vous avouerai, j'ai même voulu venir vous trouver pour m'expliquer, mais je me suis dit, peut-être vous, mais il faut tout de même que je vous le demande, on peut vraiment quelque chose pour votre service? Votre famille, à ce qu'il paraît, est venue vous rendre visite? Oui, ma sœur et ma mère. J'ai même eu l'honneur et le bonheur de rencontrer votre sœur, une personne éduquée et charmante. Je vous l'avoue, j'ai regretté l'autre jour que nous nous soyons tellement échauffés, vous et moi. Une histoire. Et si pour votre évanouissement, je vous ai pour ainsi dire regardé d'une certaine façon, après tout s'est expliqué le plus brillamment du monde. Sectarisme et fanatisme. Je comprends votre indignation. C'est peut-être suite à l'arrivée de votre famille. Vous déménagez? Non, juste comme ça, je passais, demandais... Je pensais trouver Samyotov. Ah oui, vous étiez liés, on m'avait dit. Eh bien, Samyotov n'est plus là. Vous l'avez raté. Eh oui, n'est-ce pas, Alexandre Grigorievitch nous a quittés. Depuis hier, il ne travaille plus ici, il s'est fait transférer. Et en se faisant transférer, il s'est brouillé avec tout le monde au point que c'en était indécent. Un gamin frivole, rien de plus. Il donnait même quelques espoirs. Eh bien, regardez là, notre brillante jeunesse. Un examen ou quoi qu'il veut passer, mais chez nous, c'est juste des mots, on fanfaronne et voilà tout l'examen. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme vous, par exemple, ou votre ami, monsieur Razumikin. Votre carrière, c'est le domaine scientifique, vous. Les revers ne vous détourneront jamais. Pour vous, toutes ces beautés de la vie, on peut le dire, c'est nihil. Vous êtes un ascète, un moine, un ermite. Vous, c'est le livre, la plume derrière l'oreille, les recherches scientifiques, c'est là que plane votre esprit. Moi-même, de loin. Vous avez lu les carnets de Livingstone? Non. Moi, si. Remarquez, par les temps qui courent, il y a beaucoup de nihilistes qui se répandent. Mais ça se comprend aussi, les temps qu'on vit, Remarquez, je vous parle comme ça, mais vous, bien sûr, vous n'êtes pas un nihiliste. Oh, répondez franchement. Non. Non, vous savez, vous pouvez être franc avec moi, ne vous gênez pas. Comme si vous étiez seul avec vous-même. Le service, c'est une chose, et autre chose... Vous pensiez que je voulais dire l'amitié. Non, n'est-ce pas? Vous pensiez mal. Pas l'amitié, mais le sentiment de tout citoyen, de tout homme, un sentiment d'humanité et d'amour envers le Tout-Puissant. Je peux être une personne officielle qui assure son service, mais j'ai le devoir de toujours sentir que je reste un homme et un citoyen et de rendre compte. Tenez, vous me parlez de Samyotov, il vous fait des scandales à la française dans des établissements peu fréquentables en buvant du champagne ou du vin de Donne. Voilà ce que c'est, votre Samyotov. Et moi, peut-être pour ainsi dire, je me suis consumé à force de dévouement, de sentiments élevés, et qui plus est, j'ai une destination, un rang. J'occupe une fonction. Je suis marié et père de famille. Je remplis mon devoir d'homme et de citoyen, et lui, il est
qui, si je peux vous poser cette question, je vous considère comme un homme ennobli par le savoir. Ou les sages-femmes maintenant aussi, il y en a des quantités. » Raskolnikov haussa les sourcils d'un air interrogateur. Les paroles d'Ilya Petrovitch, qui venaient visiblement de sortir de table, claquaient et se répandaient devant lui, la plupart du temps comme des sons creux. Mais il en comprenait quand même un peu. Il le regardait d'un air interrogateur et ne savait comment cela allait finir. « Je parle de ces filles aux cheveux courts, » poursuivit le bavard Ilya Petrovitch. « C'est moi qui leur ai donné ce surnom, les sages-femmes, et je trouve que ce surnom leur convient parfaitement. Elles prennent d'assaut l'académie, elles étudient l'anatomie. Non mais dites-moi, si je tombe malade, hein, est-ce que c'est une fille que je vais appeler à mon chevet? » Ilya Petrovitch riait à gorge déployée, très satisfait de ses plaisanteries. « Bon, je veux bien une soif d'éducation insatiable, mais bon, on s'éduque et ça suffit. Pourquoi tomber dans les excès? Pourquoi offenser des personnes honorables comme ce vaurien de Tsamiotov? Pourquoi est-ce qu'il m'a offensé? Je vous le demande. Et puis, tenez, tous ces suicides qui se multiplient. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ça, ça dilapide ses derniers sous et ça se tue. Des fillettes, des gamins, des vieillards. Tenez, encore ce matin, on nous rapporte pour un monsieur arrivé récemment de province... Nil Pavlitch, comment il s'appelle, là, le gentleman, celui dont on nous a dit tout à l'heure qu'il s'était brûlé la cervelle? Quartier de Pétersbourg. Svidrigaïlov, répondit une voix enrouée et indifférente dans la pièce voisine. Raskolnikov tressaillit. Svidrigaïlov? Svidrigaïlov s'est suicidé? S'écria-t-il. Comment? Vous connaissez Svidrigaïlov? Oui, je le connais. Il est arrivé depuis peu de temps. Mais oui, il est arrivé depuis peu de temps. Il avait perdu sa femme, un homme entièrement dépravé, et d'un seul coup il se suicidait d'une façon si scandaleuse qu'on a du mal à le croire. Il a laissé dans son carnet quelques mots comme quoi il mourait en possession de ses esprits et il demandait qu'on n'accuse personne de sa mort. Ce type, il avait de l'argent, il paraît. Comment le connaissez-vous? Je le connaissais. Ma sœur a vécu chez eux comme une gouvernante. Tiens, il y a peut-être des choses, donc, que vous pourriez nous dire. Et vous ne soupçonniez rien? Je l'ai vu hier, il buvait du vin. Je ne savais rien. Raskolnikov sentait que quelque chose lui était comme tombé dessus et l'écrasait comme sous une masse. Vous vous remettez à pâlir, je crois bien. Il fait si lourd chez nous. Oui, il faut que j'y aille, marmonna Raskolnikov. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Oh, voyons, tant que vous voulez. Vous m'avez fait plaisir, et je suis heureux de dire... Ilya Petrovitch lui tendit même la main. Je voulais seulement... Tsamiotov, je comprends. Et ça m'a fait plaisir. Je suis très heureux. Au revoir, faisait en souriant Raskolnikov. Il sortit, il chancelait, il avait la tête qui tournait. Il ne sentait plus ses jambes, il se mit à descendre l'escalier en se tenant au mur de la main droite. Il lui sembla qu'un concierge, un livre à la main, venait de le pousser, montant à sa rencontre jusqu'au bureau, qu'une sorte de petit roquet aboya furieusement quelque part au rez-de-chaussée, et qu'une femme lui envoya un bout de bois et se mit à crier. Il descendit et se retrouva dans la cour. Là, dans la cour, près de la sortie, pâle, plus morte que vive, il découvrit Sonia. Et elle lui lança un regard frénétique. Il s'arrêta devant elle, quelque chose de malade, de torturé parut dans le visage de Sonia, quelque chose de désespéré. Elle eut un geste d'impuissance. Lui, un sourire monstrueux, écrasé, rampa sur son visage. Il resta un instant, eut un ricanement, et revint sur ses pas, vers le bureau. Ilya Petrovitch s'était installé à la table et fouillait dans ses papiers. Le moujik qui venait de pousser Raskolnikov en montant les marches se tenait devant lui. « Ah, encore vous? Vous avez oublié quelque chose? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Raskolnikov, les lèvres blanches, le regard immobile, s'approcha doucement de lui, juste devant le bureau,
s'y appuya du bras, voulut dire quelque chose mais en fut incapable. On n'entendit que quelques sons incohérents. « Vous vous sentez mal? Une chaise. Tenez, asseyez-vous sur une chaise, asseyez-vous. De l'eau. » Raskolnikov s'affaissa sur une chaise, mais sans quitter des yeux le visage désagréablement surpris d'Ilya Petrovitch. Les deux hommes se regardèrent en silence une petite minute. On apporta de l'eau. « C'est moi, » voulut dire Raskolnikov. « Prenez un peu d'eau. » D'un geste, Raskolnikov écarta le verre d'eau, et à voix basse, avec des pauses mais très distinctement, il prononça « C'est moi qui ai tué l'autre jour la vieille veuve de fonctionnaire avec sa sœur Lizaveta, à coups de hache, pour la voler. » Ilya Petrovitch resta bouche bée. On accourut de partout. Raskolnikov répéta sa déposition. « C'est moi qui ai tué l'autre jour la vieille veuve de fonctionnaire